Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour les grandes enquêtes scientifiques. Aujourd'hui, nous partons à la recherche des pigments perdus. Pour commencer, je vais saluer l'école Hormidas Gamelin à Gatineau. Bonjour. L'école des jeunes musulmans canadiens de Montréal. Bonjour à vous tous. Et le collège Stanislas de Québec. Nous avons aussi en ligne Mme Ayotte, qui est conseillère pédagogique à la commission scolaire de Rouyn-Noranda. Bonjour Mme Ayotte. Et enfin, je salue tous les élèves qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, mais qui nous visionneront plus tard. Comment ça va se passer? La conférence va durer 1 heure et sera suivie d'une période de questions de 15 minutes environ. Pour participer, pendant la conférence, vous aurez des périodes de questions. Pour participer, c'est facile. Vous allez, votre prof a mon numéro de téléphone cellulaire. Il va m'envoyer par texto les réponses aux questions que la conférencière posera. Et pour la période de questions, la même chose. Vous les communiquerez à votre prof qui me les transmettra par texto. Alors, vous savez tout. Sans plus attendre, je vais inviter Delphine Bonneau, notre conférencière, à venir vous parler. Si vous pensez que la science, ça se fait seulement dans un laboratoire en sarrau blanc, vous vous trompez, elle va vous montrer pourquoi. Bonne conférence. Je te laisse descendre. Bonjour à tous. Donc, vous voyez, j'ai amené avec moi une partie de mes affaires quand je vais sur le terrain, puis je vous détaillerai ça tout à l'heure. Donc, je vais poser ça ici. Donc, je m'appelle Delphine Bonneau et puis aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi à la recherche des pigments perdus. Alors, avant de commencer d'aller voir ces pigments perdus, on m'a demandé de me présenter. Alors, qui suis-je? Je suis ce qu'on appelle une archéomètre. Donc, la plupart du temps, quand je sors ce mot, j'ai 3 réactions. La première, c'est la tête des smileys que vous avez ici avec les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette chose. La deuxième réaction, c'est est-ce que vous pouvez me le répéter, mais en français, s'il vous plaît? Donc les gens pensent que je parle dans une autre langue, ce qui pourrait être le cas aussi. Et la troisième réaction, c'est ah oui, je comprends bien. Mais en fait, la personne n'a rien compris du tout. Donc ça, je pense que vous en avez toujours un qui vous fait ce genre de choses quand on vous pose une question. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un archéomètre? Donc, ça vient de 2 termes, archéo, qui veut dire passé, et mètre pour la mesure. Donc, c'est la mesure du passé. Exactement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mélange bizarre entre un archéologue, donc je vous ai mis ici Indiana Jones, et la physique et la chimie. Donc, pour représenter la physique et la chimie, je vous ai mis Marie Curie, une des plus éminentes physiciennes et chimistes de notre temps. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un archéomètre? C'est ça, c'est un mélange entre l'archéologie et la physique et la chimie. Puis en fait, au fur et à mesure, il y a plein d'autres sciences qui se sont rajoutées, la biologie, la chimie, les sciences médicales, etc., etc. À quoi ça sert un archéomètre? Ça sert à en fait beaucoup de choses. Ça sert à répondre à des questions que les archéologues n'arrivent pas à répondre avec leurs moyens. Donc on va chercher dans d'autres sciences les techniques pour répondre à ces questions. Une des premières questions qu'ont les archéologues, c'est de dater, savoir quel âge ont leur objet, leur site, un bâtiment, un tableau, etc. Donc très certainement, dans les techniques de datation que vous avez entendu parler, la datation par le carbone 14, c'est une des premières techniques à laquelle on pense. Mais il y en a plein d'autres. Il y a la datation par thermoluminescence, par la luminescence stimulée optiquement, par les isotopes cosmogéniques, par les séries de l'uranium. Et je vous les passerai pour celles qu'il y a d'autres. On peut également chercher la provenance des matières premières et les techniques de fabrication des objets. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est un modèle égyptien du Moyen Empire, donc qui a environ 4000 ans, qui représente des petits bonhommes qui fabriquent de la bière. Donc oui, on a retrouvé des traces de bière en Égypte antique et des archéomètres se sont penchés dessus pour savoir à partir de quoi, à partir de quelles céréales on fabriquait la bière et quels était tout le processus pour arriver à faire de la vraie bière. Et aujourd'hui, vous pouvez en trouver de la vraie bière faite comme les anciens Égyptiens. Donc c'est une des applications de l'archéométrie.
Au fur et à mesure, il y a eu d'autres applications qui se sont faites. On a notamment reconstitué les paléo-environnements, donc savoir dans quels environnements les humains vivaient, donc savoir la faune, la flore, le temps, la température, plutôt humide, plutôt sec, etc. Et on a également, dans la dernière décennie, plutôt depuis les années 2000, on a commencé à chercher le patrimoine génétique, l'ADN, dans les os humains. Donc, par exemple, c'est comme ça qu'on a découvert que dans nous, Homo sapiens, on avait une partie des hommes de Néandertal, des gènes de Néandertal, dans notre patrimoine génétique. Et on s'est également intéressé à ce que mangeaient les humains il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, et quelle était leur hygiène de vie, savoir s'ils mangeaient assez de légumes, assez de viande, des poissons, s'ils avaient beaucoup de maladies, s'ils avaient des carences alimentaires, etc. Donc, bien entendu, je suis incapable de faire tout ça. Il a fallu que je me spécialise dans tous ces domaines. Donc, principalement, moi, je me suis spécialisée dans la partie datation et dans la partie provenance et technique de fabrication. Et plus exactement, je me suis encore spécialisée dans tout ce qui était les peintures. Au départ, je me suis intéressée aux peintures antiques, grecques, romaines, égyptiennes, mésopotamiennes. Et puis pour mon doctorat, je me suis intéressée aux peintures rupestres en Afrique australe. Donc l'Afrique australe, c'est en fait ce qui regroupe l'ensemble du sud de l'Afrique, donc toute cette partie ici, avec la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, le Swaziland, tout petit, l'Afrique du Sud et le Lesotho au centre de l'Afrique du Sud où on va aller tout à l'heure. Donc première question, je vous parle depuis tout à l'heure que j'étudie les peintures rupestres, mais qu'est-ce que c'est qu'une peinture rupestre? Est-ce que c'est petit a, une peinture faite sur un coquillage, petit b, une peinture faite sur du bois, petit c, une vieille peinture, ou petit d, une peinture faite sur de la roche? Donc, qui est-ce qui dit le A? Non, personne. La réponse B? Personne. La réponse C? 1. Et la réponse D? Ok, tout le monde, on va dire. Donc, et en ligne, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je peux avoir... Alors, c'est le premier vote. Les classes n'étaient peut-être pas tout à fait prêtes. Ah, il y a un vote qui rentre. Alors, Gatineau donne la réponse D. Oui. On va continuer. Pour l'autre école, elle viendra peut-être pour le deuxième vote. Donc, Gatineau, la réponse D. Ok, c'est ça. C'était la réponse D. Bon, je vous avais mis un petit indice sur le côté. En fait, c'est une représentation de la grotte de Lascaux. Donc, comme je vous dis grotte, bien entendu, vous imaginez bien les peintures sur de la roche. Mais ce qu'il faut penser, c'est que les peintures rupestres, ce n'est pas uniquement dans les grottes. Oui, c'est sur de la roche, mais sur tout type de roche. Donc, ça peut être sur un morceau, sur un caillou, prendre un caillou puis faire une peinture dessus. Ça peut être sur une falaise, sur le bord d'un lac, par exemple. Et vous en avez un très bel exemple, pas bien loin d'ici, dans le parc de la Mauricie, pas bien loin de Trois-Rivières, où il y a un site amérindien qui se trouve directement sur une falaise. Puis le seul moyen d'aller le voir, c'est de prendre un canot, puis d'aller sur le lac pour aller admirer le site de peinture rupestre. Donc, et idéalement, les peintures ont été faites à partir du canot. Donc vous pouvez vous imaginer, ça bouge. Et les peintres ont réussi quand même à faire de très belles peintures depuis leur canot. Donc maintenant, je vais vous emmener un petit peu plus loin, voir les peintures rupestres que j'analyse. Donc voici mon bureau. Vous voyez, il y a quand même pire comme endroit pour travailler, il faut l'avouer. Donc on se trouve ici dans les montagnes du Drakensberg, en Afrique du Sud, qui se trouve autour du Lesotho. C'est ce qui fait la frontière entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. Donc quand je vais là-bas, c'est vraiment... les sites rupestres ne sont pas juste à côté d'un village. Il faut y accéder d'abord... en fait, on fait un petit arrêt dans un chalet que vous avez ici. C'est une sorte de relais. On met tout dans la voiture. Et puis là, on n'a plus d'électricité ni d'eau potable, à part celle de la rivière. Donc, il faut emmener ce qu'il faut avec nous. Et ensuite, on établit un campement au plus près des peintures. Donc, au plus près, ça peut être quand même à 10 km de marche, pour vous donner une idée.
Et là, le campement, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est ici. Et quand on est là, on est à peu près entre 50 et 100 km du village le plus proche. Donc, il faut avoir aussi les téléphones satellites en cas de problème. Et avec moi, ce que j'emmène pour aller étudier mes sites, c'est mon laboratoire de terrain. Donc, c'était ça que j'avais apporté avec moi, donc que je vous ai amené aujourd'hui. Et je vous ai mis des photos, mais là, vous l'avez en vrai de vrai. Il y a plein de choses à l'intérieur. Vous voyez, il y a une trousse ici qui est pleine de lames de scalpel, de pinces et autres choses qu'utilisent les chirurgiens. Vous avez également des gants, de quoi prendre des notes, des petits pinceaux, des brosses à dents pour nettoyer, des petites capsules de gélatine aussi pour stocker mes échantillons, parce que oui, je vais prendre des échantillons de peinture. Je vais vous détailler ça tout à l'heure. Et j'ai également avec moi un petit microscope portatif que je vais vous montrer. Hop là. Bon, j'avoue, ça fait un petit peu vendeuse de téléachat. Mais voilà, vous voyez, on a des petits microscopes tels que celui-ci qui nous permet d'aller observer les peintures au microscope directement sur les sites. Et on va voir tout à l'heure que ça va être une des étapes principales de mon travail. Donc une fois que j'ai mis ce petit laboratoire sur mon dos, je vais voir les sites. Et puis là, vous avez une idée un petit peu de la distance qu'il peut y avoir à parcourir. Vous voyez, la voiture, elle est là. Et là, je suis sur un site. Donc, j'ai descendu toute la vallée, puis je l'ai remontée. Il y a à peu près 3 heures de marche aller, 3 heures de marche, retour. Mais ça vaut le coup parce que ces sites se trouvent dans des endroits comme celui-ci, dans des abris sous roche. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais à des endroits, dans la roche, le vent a creusé des abris au fur et à mesure, tels que celui-ci. Et c'est là-dedans que les peintures ont été réalisées. À proximité, on trouve toujours de l'eau. C'est ce qui est très intéressant, puis c'est aussi pratique pour nous parce qu'on a toujours de quoi boire en cas de besoin. Et c'est là qu'on trouve les peintures dont je vous parle depuis tout à l'heure, ces belles peintures rupestres. Et vous voyez ici qu'il y a plusieurs peintures les unes sur les autres. Et principalement, ce qui est représenté, ce sont les animaux que vous voyez ici, qui sont des antilopes et des élans. En fait, les élans, c'est une énorme antilope. Ça correspondrait à une sorte de caribou au Canada. Seulement, les bois ne sont pas des bois comme ceux des caribous, mais sont des bois très fins qu'ils ont sur la tête. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir sur ces peintures? En fait, on connaît déjà beaucoup de choses. On sait qui est-ce qui les a faites. On sait la plupart du temps ce qu'elles signifient, mais on ne sait pas comment est-ce qu'elles ont été faites, à partir de quoi. C'est-à-dire comment est-ce que les peintures ont été faites, qu'est-ce qu'on a utilisé comme matière première. Et l'autre question principale que l'on a, c'est de savoir de quand elles datent. Ça, c'est une question primordiale pour les archéologues, parce que ces peintures, certains pensent qu'elles ont plusieurs milliers d'années, d'autres pensent qu'ils n'ont qu'une centaine d'années. Et c'est un débat très important pour les archéologues pour arriver à comprendre exactement ce qu'elles signifient et qui est-ce qui les a faites. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ces peintures exactement? On sait qu'elles ont été faites par les San. Donc, les San, c'est un peuple de chasseurs-cueilleurs dont les descendants vivent encore aujourd'hui dans le désert du Kalahari, dans une partie qui est comprise entre la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud, à peu près à cet endroit. Ce qu'on sait, c'est que les ancêtres des San, il y a plus de 40 000 ans, vivaient en Namibie, à peu près à cet endroit-là, et ensuite qu'ils se sont dispersés dans toute l'Afrique du Sud, en passant par le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, et ensuite en descendant en Afrique du Sud à travers le Lesotho, et également, selon une autre ligne, le long de la côte atlantique, ici, vers le Cap. Donc ça, on sait que depuis 40 000 ans, il y a des San en Afrique du Sud, et très certainement qu'ils ont peint des peintures depuis cette période-là. Le problème, c'est qu'il faut encore arriver à le prouver. L'autre chose que l'on sait sur ces peintures, c'est que le support sur lequel ça a été fait, c'est une roche, et c'est une roche très spécifique qui a été choisie. Il y a plein de types de roches
en Afrique du Sud. Mais celle qui a été choisie, c'est toujours du grès, une roche sédimentaire qui est composée de quartz, de feldspath et d'une matrice à base de calcite, donc de calcium et de chlore parfois. Et tout ça, ça forme une roche qui est très friable. Je vous ai mis des photos au microscope. Donc c'est une roche avec des grains très fins et puis qui s'érode très facilement. Donc c'est ce qui a permis de faire les abris que vous voyez. Donc qu'est-ce que c'est qu'une roche sédimentaire ? C'est une roche qui est formée à partir de sédiments. Vous allez me dire, là, on est dans des montagnes. Donc comment est-ce que des sédiments, c'est-à-dire de la terre, a pu se retrouver à faire des montagnes ? C'est quelque chose d'un petit peu bizarre. En fait, pas si bizarre que ça si on regarde l'histoire de cet endroit. En fait, l'Afrique du Sud et l'Afrique australe où on est actuellement, elles se trouvaient à cet endroit il y a plus de 400 millions d'années. Vous savez, les continents n'étaient pas à la même place qu'aujourd'hui, ils se touchaient pour certains. Et plus exactement, en fait, ici, il y avait une mer, donc que vous voyez ici également. Puis au départ, cette mer, elle s'agrandissait, donc les plaques s'écartaient, puis donc il y avait un trou. Mais au bout d'un moment, les plaques sur lesquelles étaient posées les terres, au lieu de s'écarter, elles se sont rapprochées. Elles se sont rapprochées, ce qui fait que ce qui étaient les sédiments sous-marins qui étaient là, qui étaient composés de quartz, de feldspath et puis de résidus de coquillages, donc la calcite et le chlore dont on parlait tout à l'heure, tout ça s'est retrouvé à se faire remonter, compresser. Puis c'est ça qui a formé les montagnes et la roche. Donc c'est ce que vous avez qui est représenté ici. Puis au fur et à mesure, c'est ça qui a créé toutes ces montagnes et qui a fait la roche sédimentaire que l'on a aujourd'hui et qui est un grès sur laquelle les peintures ont été faites. Donc maintenant que j'ai quelques informations sur qui a fait ces peintures, puis sur quoi elles ont été faites, pour savoir comment les peintures ont été faites, il faut déjà que je me demande comment on fait une peinture. À la base, il y a quand même une recette à suivre pour faire une peinture. Il faut utiliser 3 choses principales. Une matière liquide, que l'on appelle un liant, une matière colorante, qui va donner la couleur, qui est le pigment, et une charge qui va donner la texture, donc qui va faire que ce n'est pas quelque chose de complètement liquide, mais quelque chose d'un petit peu pâteux que vous allez utiliser et avec lequel vous allez pouvoir faire une peinture. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser en règle générale pour faire un liant, donc comme matière liquide? Ce qui est le plus souvent utilisé, c'est de l'eau. On peut également utiliser de l'œuf, donc soit l'œuf en entier, soit du jaune, soit du blanc. Mais si vous utilisez le blanc de l'œuf, il faut le battre en neige avant, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc, petit truc de peintre. Troisième chose qu'on peut utiliser, de l'huile, de la sève d'arbre, ou des choses un petit peu plus exotiques qu'on peut utiliser, c'est de l'urine. On sait qu'il y avait des peintures à base d'urine qui étaient faites, d'autres avec du sang. Là, on n'est pas dans Halloween, mais presque. Et également de la salive. Donc, tout simplement, vous allez cracher dans votre pot de peinture pour le rendre plus liquide. Vous pouvez tester ça chez vous si vous le souhaitez. Pour ce qui est des pigments et de donner la couleur à votre peinture, ce qui a été utilisé depuis très longtemps, ce sont les ocres, donc qui sont en fait une sorte de terre ou de sol qui a une couleur entre le jaune et le brun rouge foncé, en passant par toutes les teintes entre ça, donc orange, rouge foncé, etc. De l'argile, donc qui peut être blanche, grisâtre, etc. Des oxydes de cuivre, donc par exemple, qui donnent souvent une couleur verte, mais parfois aussi bleue. De façon autre, on peut également utiliser des matières plutôt organiques, comme des coquillages pour faire du blanc, du charbon de bois pour faire du noir. La plupart des peintures que l'on connaît en Europe, comme à Lascaux ou à Chauvet, ont été faites avec du charbon de bois. Mais on a également d'autres choses comme des plantes. Ici, vous avez l'indicotier qui donne de l'indigo. Et vous avez également des insectes comme la cochenille, cet insecte blanc qui est là. Si vous broyez la femelle, vous aurez un pigment rouge. Il fallait y penser, mais oui, ça fait un très beau pigment. Et ensuite, la dernière chose qui nous manque, c'est une charge, donc quelque chose pour donner de la texture. Et dans cette charge, en fait, on retrouve parfois de l'argile. Donc vous voyez que ce qui est une matière colorante peut aussi servir de charge. Donc des fois, c'est très difficile de faire la différence. On a de la craie et du plâtre, mais qui peuvent elles aussi être utilisées directement pour faire le pigment blanc.
On peut rajouter également des minéraux comme du quartz, des feldspaths, de la roche broyée, ou encore des fibres végétales, donc de la paille ou quelque chose qui a été séché par avant et puis qu'on va mettre à l'intérieur. Donc à partir de tout ça, je sais ce qu'il va falloir que je cherche. Donc comprendre comment mes peintures ont été faites, ça veut dire chercher le pigment, chercher la charge, mais aussi chercher le liant. Je sais que je suis avec un peuple de chasseurs-cueilleurs, donc ce sont des personnes qui transportent tout avec eux, donc ils ne vont pas pouvoir transporter des très très grosses quantités de peinture, et très certainement ce qu'ils vont faire, c'est utiliser les ressources naturelles qu'ils ont près d'eux pour pouvoir préparer leur peinture. Très certainement, ils ne vont pas pouvoir aller les chercher très loin. Et par exemple, ce que l'on retrouve sur les chemins qui emmènent au site, c'est ce que vous avez ici, c'est-à-dire des endroits où il y a du blanc, du jaune, du rouge par terre. On a juste à ramasser et vous avez votre peinture qui est quasiment faite. Vous avez juste à rajouter de l'eau et vous pouvez faire une peinture. Donc très certainement, c'est des choses comme ça qu'ils ont utilisées. Ce qu'on sait également, c'est que les peintures vont s'être dégradées avec le temps. Comme on a vu, la roche a été capable de s'éroder. Donc les peintures, très certainement, il y a eu la même chose qui s'est passée. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des abris qui sont ouverts à tout et à tous, y compris aux animaux. C'est-à-dire que, vous voyez, là, vous avez un mouton qui est en train de lécher la peinture. Donc oui, il faut croire que la peinture, c'est quelque chose de très nutritif, mais c'est une des dégradations possibles de la peinture à laquelle il faut penser. Et enfin, la dernière chose, c'est on veut essayer de dater. Et par contre, il y a des fois, j'ai plusieurs peintures les unes sur les autres. Donc, déjà, la première façon de dater, c'est de dire la peinture qui est la plus près de la roche, donc qui a été faite en premier, c'est très certainement la plus ancienne, alors que celle qui est la plus près de nous, donc la plus en surface, ce sera la plus récente. Donc déjà, ça peut nous permettre comme ça de faire une première datation. Donc pour répondre à toutes ces hypothèses, on va aller justement à la recherche de ces pigments perdus et on va faire 3 étapes. Donc la première, ça va être d'observer les peintures sur le site et au microscope. La deuxième, ça va être de trouver les éléments chimiques, je vous détaillerai ça tout à l'heure, qui constituent ma peinture. Et enfin, la troisième, ça va être de comprendre comment ces éléments chimiques s'intègrent ensemble, s'imbriquent les uns avec les autres, pour remonter jusqu'à la matière première utilisée pour faire la peinture. Donc, tel que je vous décris ici, en fait, c'est principalement le pigment et la charge que je vais aller chercher. Pour ce qui est du liant, j'ai fait quelques analyses, mais c'est extrêmement compliqué d'aller chercher le liant, tout simplement parce que c'est quelque chose d'organique qui a été utilisé. Et je suppose que vous avez tous vu que si vous ouvrez un œuf et puis que vous le laissez pendant quelques jours à l'air, il finit par y avoir beaucoup de moisissures dessus. Puis en fait, il finit par plus être utilisable et puis être complètement dégradé au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Mais en fait, c'est exactement la même chose et c'est extrêmement compliqué d'aller chercher le liant. Donc pour ça, je ne vous le détaillerai pas aujourd'hui. Donc notre premier arrêt, ça va être d'aller sur le site, puis d'aller observer les peintures, regarder quelles sont les couleurs, les textures, voir s'il y a plusieurs peintures les unes sur les autres. Et comme vous voyez, il y a certains sites qui sont relativement en hauteur. Il faut y aller avec une échelle. Pourquoi ? Parce que les rivières sont à proximité, puis qu'elles ont enlevé les sédiments et ont diminué la taille du sol au fur et à mesure des années. Et on va également utiliser le petit microscope que l'on a ici pour essayer d'aller voir justement quelle peinture est au-dessus de laquelle, etc., etc. Ensuite, sur le site, je vais prendre un micro-échantillon parce que malheureusement, on ne m'autorise pas à emmener toutes les peintures avec moi dans mon laboratoire. Je n'ai pas le droit de prendre tout un panneau qui fait plusieurs mètres de long puis de le ramener avec moi. Et d'une, ça ne tient pas en cabine dans l'avion. Puis de deux, c'est un petit peu encombrant dans un salon, je dois avouer. Donc, ce que je fais, c'est que je ne prends qu'un micro-échantillon de la taille d'une tête d'épingle que vous avez ici au microscope et que je mets dans une petite capsule, dans une petite gélule, en fait, qu'on pourrait utiliser pour prendre des médicaments. C'est exactement les mêmes, seulement je ne les mange pas, mes échantillons, je vous rassure. Au laboratoire, quand je les ramène avec moi, je vais aller les regarder sous 2 types de microscopes. Un microscope conventionnel, et un microscope beaucoup plus puissant qui s'appelle un microscope électronique à balayage. Qu'est-ce que ça va me permettre de voir ?
La première chose, lorsque vous avez une peinture rouge, on a l'impression que c'est rouge partout. Mais en fait, si vous la regardez au microscope, vous voyez ici qu'il y a du rouge, mais il y a aussi du noir, il y a du blanc, il y a un petit peu de jaune, il y a du transparent. C'est quand même une mixture de beaucoup de choses. Donc finalement, ce qui nous semble rouge à l'œil nu, c'est un mélange de choses qu'il va falloir aller regarder plus en détail. Et tout cela, en fait, tous ces petits grains, je vais aller les regarder plus en détail au microscope électronique à balayage, donc mon microscope beaucoup plus puissant. Et ça va me permettre de regarder la texture de ces petits grains, ce qui va me donner une première idée de qu'est-ce que ça peut être, ces petits grains. Et notamment ici, vous avez des petites palettes, des petites plaquettes que vous voyez ici, qui représentent le rouge et qui sont normalement caractéristiques des oxydes de fer. Donc très certainement ici, le rouge, ce sont des oxydes de fer qui ont donné la couleur. Donc ensuite, on va aller à la deuxième étape, c'est-à-dire identifier les éléments chimiques qui correspondent, qui sont présents dans ma peinture. Donc qu'est-ce que c'est qu'un élément chimique ? D'abord, je vais vous dire, qu'est-ce que c'est qu'un atome ? Ça, je pense que vous avez dû tous le voir. Un atome, c'est ce qu'on considère comme la partie la plus petite qui constitue la matière. Et un atome lui-même, c'est ce que vous avez ici, c'est constitué d'électrons qui tournent autour d'un noyau. Et ce noyau est lui-même composé de protons et de neutrons. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Mendeleïev qui a eu la bonne idée de classer ces atomes dans un tableau qui s'appelle le tableau périodique des éléments que vous avez ici. Et en fait, il les a classés en fonction du nombre de protons que chaque atome avait dans son noyau. Donc, si vous avez par exemple un proton dans votre noyau, vous êtes de la famille de l'hydrogène. Si vous avez 6 protons dans votre noyau, vous êtes de la famille du carbone. Et ainsi de suite. Donc comme ça, vous pouvez passer sur tous les éléments, tous les atomes qui existent dans la nature. Et chaque case correspond à un élément chimique. Donc le carbone, c'est un élément chimique, mais il y a plusieurs types d'atomes à l'intérieur. On le détaillera tout à l'heure. Donc comment est-ce que je fais pour savoir quels sont les éléments chimiques qu'il y a à l'intérieur de ma peinture ? Je vais encore utiliser mon gros microscope super puissant dont je vous parlais, parce qu'il est également capable de me dire quels sont les éléments chimiques qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, je vais aller focaliser sur l'endroit où il y a des grains rouges, et puis je vais voir qu'à l'intérieur, il y a du carbone, de l'oxygène, de l'aluminium, du silicium, du calcium et du fer. Et par exemple, si je vais voir un endroit où il y a un grain blanc, là, je vais m'apercevoir que j'ai encore du carbone, de l'oxygène, mais cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de silicium, toujours un petit peu d'aluminium, du soufre, du calcium, du calcium, j'en ai partout, et du titane. Pour reprendre donc, pour le grain blanc, on voit qu'il est constitué, les éléments chimiques, vous voyez, ils sont marqués en haut des pics. Donc vous avez du carbone, de l'oxygène, de l'aluminium, du silicium, du soufre, du calcium et du titane. Donc tout ça, ça me permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon échantillon, mais je suis obligée de focaliser sur des grains. Mais en fait, cette technique, elle est encore plus sympa que ça, c'est que je peux carrément avoir une carte de mes éléments chimiques, mais pour ça, il faut que je coupe mon échantillon et que j'en fasse une tranche. Donc en fait, ce que je fais, c'est exactement comme si vous coupiez une pomme en deux, c'est-à-dire que je prends mon petit morceau de pigment, je mets ça dans une résine, et puis, je vais le couper en deux. Donc, comme vous, quand vous coupez une pomme, vous avez la peau en haut, vous avez la chair et puis vous avez le noyau. Et moi, ici, j'ai mes différentes couches qui constituent ma peinture. Donc, vous voyez ici, j'ai une couche en surface. Après, j'ai mon noir. Donc, j'ai ma couche en surface. Vous voyez la partie où c'est marqué micro. Après, j'ai le pigment noir. Et ensuite, j'ai encore une autre couche en dessous qui est une couche en fait, qui est en surface de la roche sur laquelle est faite ma peinture. Et si on regarde après à côté, vous voyez, j'ai mes éléments chimiques en fonction des zones. C'est exactement la même chose, c'est juste que au lieu d'avoir l'image en photo, j'ai l'image avec mes éléments chimiques. Donc je sais par exemple qu'il y a du calcium partout dans mon échantillon. Mais par contre, le silicium, vous voyez, j'ai des grains qui sont pleins de silicium, alors qu'il n'y a rien d'autre. Le silicium, il y a juste une petite couche en haut, puis il y a plein de grains. Donc ça va me permettre de me dire qu'il y a des grains qui sont pleins de silicium. Qu'est-ce que ça peut être ?
Puis à côté de ça, j'ai des endroits où j'ai des grains qui sont pleins de soufre. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Donc comme ça me permet de distinguer, de voir où sont certains éléments chimiques de façon plus détaillée. Mais maintenant, il va falloir que je comprenne comment ces éléments chimiques ils se mettent ensemble. C'est-à-dire que c'est bien beau de les avoir, mais ce n'est pas ça qui va me donner ma matière première qui a été utilisée. Donc pour faire ça, en fait, je vais essayer de comprendre quelles sont les molécules qui ont été faites. Donc pour faire une molécule, on prend plusieurs atomes qu'on va mettre ensemble. Donc vous avez ici, par exemple, le CO2, donc le dioxyde de carbone. C'est ce qu'on rejette quand on respire. Ou encore, vous avez H2O, c'est-à-dire c'est l'eau qu'on boit. Donc tout ça, vous voyez, on met plusieurs atomes ensemble, puis ça fait une molécule. Donc par exemple, moi, ce qui m'intéresse, comme on a vu, il y a des grains, mes grains rouges, j'ai du fer à l'intérieur. Donc très certainement, c'est un oxyde de fer. Mais en fait, il y a plusieurs types d'oxydes de fer. Il y a les oxydes de fer qui s'appellent de l'hématite et de l'oxyde de fer qui s'appelle de la magnétite. Donc vous voyez, tout dépendant de comment est-ce qu'on arrange les atomes, on peut avoir des matières différentes. Donc il va falloir que j'essaye de comprendre comment mes atomes sont arrangés pour savoir quelle est la matière qui a été utilisée. Et pour faire ça, en fait, on va s'amuser à faire danser les molécules. Donc vous voyez, les molécules, les atomes qui sont reliés entre eux, on peut les faire bouger différemment. Et en gros, on leur dit « dis-moi comment tu bouges, dis-moi comment tu danses, et je te dirai quel type de molécule tu es ». Donc pour faire ça, on utilise deux machines différentes qui s'appellent un spectromètre Raman et un spectromètre infrarouge à transformer de Fourier. Et pourquoi ça passe pas? Donc à partir de ça, ça va me donner ce que vous avez ici, qui sont des spectres, on appelle ça, c'est-à-dire des pics, qui en fait me disent quelle danse ont fait les molécules. Et ça va me permettre comme ça d'identifier et de distinguer entre de l'hématite et de la magnétique, donc deux types d'oxyde de fer. Et ici même, ça me permet encore d'aller plus loin parce que vous voyez que les deux hématites qui sont là n'ont pas exactement les mêmes pics. Donc en fait, ça veut dire qu'elles ne proviennent pas du même endroit. Donc leur histoire géologique a été différente, elles n'ont pas été formées de la même façon. Donc à partir de ça, je vais pouvoir aller chercher à différents endroits à proximité du site et pouvoir aller comparer avec les matières premières que je trouve à côté, puis dire voilà d'où est-ce que ça vient, ou voilà d'où est-ce que ça ne vient pas. Donc comme ça permet d'aller chercher exactement d'où viennent les matières premières qu'ont utilisées les SAN. Également, comme je vous disais, j'ai besoin de deux machines différentes parce que les deux machines n'arrivent pas forcément à faire bouger tout le monde. En gros, si vous voulez, c'est comme des DJ. Il y en a certains qui sont bons pour faire bouger une partie de la classe, puis il y en a d'autres qui sont meilleurs pour faire bouger une autre partie de la classe. Là, c'est pareil. Donc pour tout ce qui est argile et puis d'autres matériaux qui sont plutôt liés à la dégradation de ma peinture, c'est plutôt le spectromètre infrarouge qui va y arriver. Donc ça me permet de voir s'il y a de l'argile, s'il y a des sulfates de calcium, de la calcite. Et également, une autre chose que j'ai découvert dans mes peintures, ce sont les oxalates de calcium qui sont tout au bout. Donc ces choses-là, c'est ce qui fait que vous avez je ne sais pas si vous vous rappelez de la cartographie de tout à l'heure, mais c'est ce qui fait que vous avez plein de calcium partout dans mon échantillon. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, tout simplement, ce sont les déchets, les excréments des lichens, des bactéries et d'une petite bête qui s'appelle le damas des montagnes, qui viennent tout simplement manger la peinture. C'est la vie naturelle qui se passe sur la roche. C'est comme ça. Et puis donc, eux, au lieu de laisser leurs traces, nous, on jette nos déchets quand on a fini de manger. Eux, ils jettent leurs oxalates de calcium. C'est exactement la même chose. Donc, à partir de tout ça, ça m'a permis de reconstituer la palette qu'utilisaient les SAN pour faire leur peinture. Donc, ils utilisaient, pour faire du noir, ils utilisaient du charbon de bois, de la suie, et du noir de carbone. Le noir de carbone, en fait, c'est de la graisse brûlée. C'est exactement la même chose que ce que vous avez quand vous faites du barbecue, puis que vous voyez votre résidu noir sur votre grill. C'est exactement la même chose, c'est ça. C'est de la graisse brûlée, un mélange de graisse, de viande, etc. Donc c'est avec ça qu'on a fait la peinture. Également, pour le blanc, ils ont utilisé pas mal de choses différentes. Ils ont utilisé de l'argile, différents types d'argile que j'ai détaillés. Et en fait, certains, comme ce qu'on appelle le white earth, donc c'est une argile blanche qui est à base de carbonate de calcium. En fait, on les trouve qu'à environ une 50aine de kilomètres des sites. Donc ils ont dû faire quand même pas mal de trajets pour aller chercher cette argile-là.
Également de la calcite, donc ça correspond à de la craie, du gypse, ça correspond à du plâtre, si vous préférez, des os calcinés. Donc ça, c'est encore un petit peu plus compliqué à utiliser, parce que pour faire de l'os calciné, il faut prendre un os, puis le laisser à proximité du feu pendant plus de 12 heures. Donc ça veut dire que vous allez prendre vos os, les mettre près du feu, et d'abord il va devenir noir, et au fur et à mesure, il va devenir blanc, et c'est avec ça que vous allez faire votre peinture. Ensuite, vous avez de la magnétite qui va vous faire une peinture plutôt brunâtre, de l'hématite qui va vous faire une peinture rouge, et également toutes les argiles à base d'oxyde de fer qu'on appelle également des ocres, et qu'on trouve juste à côté des sites, vous vous rappelez de la photo que je vous présentais tout à l'heure. Donc on va juste à côté des sites, puis on en trouve plein. Également, ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils ont fait des mélanges pour éviter d'avoir une couleur, juste la couleur que donnait le pigment utilisé. En fait, ils ont fait des mélanges entre plusieurs rouges, ou entre du rouge et du blanc pour avoir quelque chose d'un petit peu plus rose. Ils ont fait également des mélanges avec du noir et du blanc, donc pour faire du gris, et entre plusieurs types de blanc pour avoir quelque chose de plus brillant, de beaucoup plus blanc. Ensuite, comme je vous disais, il y avait plein d'altérations tout autour, donc tout ça, j'ai pu refaire une sorte de couche pour essayer de comprendre. En fait, on voit la peinture, mais en fait, la peinture est composée de plusieurs couches, comme je vous disais. Et vous avez sur le côté en fait, une représentation schématique de la plupart des peintures. Donc vous voyez qu'en surface, il y a une couche d'altération qui s'est mise par-dessus la peinture, puis qui s'est créée au fur et à mesure des années. Ça fait un petit peu comme une couche de protection, puis ça protège la peinture. Finalement, c'est ce qui va l'empêcher de se détériorer. Donc ça, c'est bien pratique. Ensuite, on a notre peinture. Et en dessous de la peinture, en fait, on a une couche d'altération, mais qui est une couche d'altération naturelle de la roche, et que les peintres ont utilisée eux-mêmes pour que ça fasse une sorte de couche de préparation sur la roche. Donc comme ça leur évitait d'avoir à préparer la roche pour qu'elle soit bien plate, et puis que la peinture adhère bien sur la roche. Cette couche naturelle que vous voyez en dessous, qui est marquée deuxième couche d'altération, ça agit exactement comme si vous aviez mis une couche de plâtre ou quelque chose sur votre mur avant de faire votre peinture. Donc vous voyez, ils savaient déjà comment sélectionner les meilleurs endroits pour pouvoir aller peindre. Et ensuite, bien entendu, vous avez votre roche. Et également, comme je vous disais tout à l'heure, on a des oxalates de calcium partout, qui sont principalement déposés par cette petite bête très jolie qui s'appelle un damas des montagnes et qui a la bonne idée de laisser son urine sur nos peintures et qui nous met des oxalates de calcium partout. Donc maintenant que l'on sait comment ces peintures ont été faites et à partir de quoi, la dernière question qu'on avait, c'était quel âge ont ces peintures ? Donc pour répondre à cette question, je vais vous laisser la parole pour commencer et pour vous demander, à votre avis, comment est-ce qu'on date une peinture ? Donc, petit a, grâce au style des peintures, petit b, grâce à la datation par le carbone 14, petit c, grâce aux objets et aux outils qui ont été retrouvés lors des fouilles à proximité des peintures, ou petit c, on demande aux artistes, s'il y a les artistes dans le coin, on pourrait pourquoi pas leur demander. Donc, qui est-ce qui vote pour le petit a ? Qui est-ce qui vote pour le petit b ? 1, 2, 3. Pour le petit c ? OK. Et pour le petit d ? Ouais. OK. Alors, Gatineau pense que c'est B. B. On va attendre quelques secondes, voir si les deux autres écoles interviennent. Attention. Non, alors continue. OK. En fait, c'était tout. Là, il y avait un petit piège. C'est qu'on peut, en fait, faire une datation des peintures avec tout ça, avec toutes ces réponses. Donc, par le style des peintures, même sur les peintures que je vous ai présentées, oui, on peut l'utiliser, mais seulement pour la période les plus récentes. Parce qu'en fait, les San, au bout d'un moment, ils ont rencontré les colons hollandais et britanniques qui sont venus en Afrique du Sud. Et notamment, ils ont vu des dames qui portaient des robes telles que vous avez ici, qui sont des robes de style victorien. Et si vous regardez, en fait, ils les ont représentées. Si vous voyez les petits bonhommes qui sont en bas, on voit des dames avec des robes avec un gros popotin à l'arrière, si vous voulez. C'est vraiment des représentations victoriennes. Donc, pour que les San
et représenté des dames avec ce type de robe, c'est qu'ils les ont vues. Donc très certainement, ces peintures ont été faites à l'époque coloniale, donc autour du XVIIIe, XIXe siècle. On a également des représentations de chevaux, de fusils par exemple. On sait que c'était des choses que les San n'avaient pas. Le cheval n'existe pas en Afrique australe. Donc pour qu'ils les aient représentés, il faut qu'ils les aient vus et que les colons les aient apportés. Une autre façon de faire, c'est comme de faire des fouilles dans les abris sous roche et puis de regarder quels sont les objets qui ont été retrouvés. Donc si on a des objets qui appartiennent à une civilisation particulière, on peut se dire que les peintures ont été faites en même temps. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on fait ce genre de fouilles, on trouve des objets, mais de plusieurs civilisations en même temps. Donc on est incapable de dire qui a fait ces peintures et de les relier. L'autre partie qui arrive un petit peu en Afrique du Sud, on a de la chance, on a pu demander aux artistes, en fait, au XVIIIe et au XIXe siècle, lorsque les colons britanniques et hollandais sont venus, ils ont fréquenté les San et certains leur ont demandé qui avait fait les peintures, quand et ce que ça signifiait. Donc comme ça, on sait qu'il y a certaines peintures qui ont été faites, il y a même des peintures qui ont été faites devant des colons, donc qui ont mis ça sur récit. Donc ça, on sait, mais ça représente peut-être 3 ou 4 peintures sur les 15 000 sites de peinture qui existent dans toute l'Afrique australe. Donc il faut bien entendu trouver un autre moyen. Et donc le moyen que moi j'ai utilisé, c'est la datation par le carbone 14, qui a été utilisé pour dater quasiment toutes les grottes en Europe. Donc comment est-ce que ça marche, la datation par le carbone 14 ? La datation par le carbone 14, elle se base sur le carbone appelé 14, qui est un isotope du carbone. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? L'atome de carbone, il est composé dans son noyau de 6 protons et de 6 neutrons pour sa forme, on va dire, la plus conventionnelle, qui est le carbone 12, que vous avez ici. Mais il peut y avoir des atomes de carbone qui ont décidé d'avoir 7 neutrons au lieu d'en avoir que 6. Donc c'est ce qu'on appelle le carbone 13, parce que 6 plus 7, ça fait 13. Et le carbone 14, dans son cas, lui, il a décidé d'avoir 8 neutrons, donc 6 protons plus 8 neutrons. Ça reste un carbone, mais il s'appelle 14 parce qu'il y a 14 neutrons et protons à l'intérieur de son noyau. Le problème, c'est que le noyau de carbone, c'est un petit peu comme un seau que vous fermez. Mettre 12 boules à l'intérieur, ça va. En mettre 13, on arrive toujours à trouver un moyen pour mettre de la place. Mais mettre la 14e boule, c'est quasiment impossible, ça fait sauter le couvercle. Donc c'est exactement pour ça, ça le rend instable. Le noyau de carbone 14, il est instable et puis il va se détériorer, se désintégrer, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Donc comme il se désintègre et que l'on sait comment il se désintègre, ça va nous permettre de dater. Donc je vais vous expliquer. Tant qu'on est vivant, on a du carbone en nous, donc toutes les plantes, tous les êtres vivants, les animaux ont du carbone et du carbone 14 en eux. Puis tant qu'on respire, on échange ce carbone. Donc dès qu'il y en a qui se désintègrent, on en a des nouveaux qui rentrent. Donc il n'y a pas de problème, on a toujours à peu près le même nombre d'atomes de carbone en nous. Mais dès qu'on meurt, on arrête d'échanger avec l'atmosphère. Donc tous les carbones 14 qui vont se désintégrer, ils ne vont pas être remplacés. Donc au fur et à mesure, on va les perdre, ces carbone 14. Et ce qu'on sait, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai 14 atomes de carbone en moi-même, de carbone 14. Puis si je meurs tout de suite, au bout de 5570 ans, il ne va plus rester que la moitié de ces atomes de carbone en moi. Donc il ne va plus m'en rester que 7. Donc c'est ce qu'on a sur la courbe. Si on arrive à 5570 ans, il ne va plus m'en rester que 7. Puis, dans encore 5570 ans de plus, il y en aura encore la moitié qui sera partie, donc j'en aurai plus que 3,5. Puis on rajoute encore 5570 ans, là j'en aurai plus que 1,75. Donc vous voyez comme ça, si on retrouvait mon corps dans 16 700 ans, on calculerait que j'ai plus que 1,75 atomes de carbone en moi, puis on pourrait dire, cette personne est décédée il y a 16 700 ans. Donc c'est comme ça qu'on va faire notre datation par carbone 14.
Donc ça demande quand même de savoir pas mal de choses et de savoir combien est-ce qu'on a en nous-mêmes d'atomes de carbone, mais on a quand même pas mal de références pour nous. Donc moi, par contre, dans mes peintures, il faut que je sache où est-ce que j'ai du carbone. Parce que c'est bien beau de dire on va appliquer cette datation, mais il faut quand même que j'ai du carbone quelque part pour pouvoir l'appliquer. Donc en fait, là où j'ai principalement du carbone, c'est dans mon charbon de bois, donc qui est fait à partir de bois qui a du carbone, dans la suie. Pareil, c'est fait à partir de déchets organiques. Et le noir de carbone, que je vous disais, c'est de la graisse brûlée. Donc dans la graisse, il y a du carbone. J'ai également mes os calcinés qui possèdent du carbone, mais là, la datation était un petit peu plus compliquée à appliquer et je n'ai pas réussi à avoir de date avec ces os calcinés. Mais par contre, j'ai réussi à avoir en tout 50 dates, donc 50 peintures que j'ai réussi à dater sur les 300 que j'ai analysées. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait actuellement, c'est-à-dire 3 dates. Donc on a quand même pas mal augmenté l'information sur ces peintures. Et donc vous voyez, on a pu dater plusieurs peintures, notamment vous avez un poisson tout en haut qui est au Botswana, donc qui a un peu plus de 3000 ans. Vous avez un élan sur le côté qui a entre 2000 et 1000 ans. Ici, vous avez un éléphant sur le côté qui, lui, a été fait à une période beaucoup plus récente. Vous voyez, il a entre 200 et 100 ans, donc une période beaucoup plus récente. Et enfin, vous avez la peinture qui est le plus sur le côté, qui représente un humain qui est assis, je ne sais pas si vous le voyez très bien, et qui, en fait, aurait entre 4500 et 5500 ans. Et cette peinture-là, c'est actuellement la plus ancienne que l'on ait pour d'authentifier pour les peintures rupestres des San. Donc, avec mes travaux, on a pu prouver qu'ils ont peint pendant au moins 5000 ans, mais très certainement beaucoup plus que ça. Donc, en conclusion de ma présentation, j'espère aujourd'hui que je vous aurai montré que les San étaient des artistes hors pair et qu'on peut réussir à faire des peintures même avec des ressources naturelles que l'on trouve tout autour de nous, que ces artistes étaient vraiment très bons. Vous voyez, ils ont fait des dégradés, ils avaient des techniques qui étaient vraiment magnifiques, des techniques qu'on va retrouver des fois que beaucoup plus tard à la Renaissance. Et surtout, ce qui est très très intéressant, c'est qu'ils ont peint depuis plus de 5000 ans et qu'on peut maintenant essayer de comprendre les évolutions, quelles sont les matières premières qu'ils ont utilisées au cours de ces différents siècles et millénaires, et donc pouvoir les comparer pour pouvoir comprendre les évolutions dans leur technique de peinture. Et j'espère pouvoir bientôt analyser des sites que l'on pensait être beaucoup plus vieux que ça, c'est-à-dire de 10 000, 15 000 ans. Et je retourne l'été prochain en Afrique du Sud et au Botswana pour aller voir toutes ces peintures. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Adelphine. Alors on peut faire une petite période de questions. En attendant que les écoles nous envoient les questions, moi j'aimerais savoir un petit peu, un archéomètre, avec quel autre spécialiste ça peut travailler? En fait, ça peut travailler avec plein d'autres spécialistes. Déjà, sur les sites, quand j'y vais, vous l'avez vu, on part en convoi. Et je ne pars pas toute seule, donc je pars avec des archéologues qui sont ceux qui connaissent les sites, qui vont me dire exactement quelles sont les peintures qui les intéressent, quelles sont les questions auxquelles ils veulent répondre, puis qui vont m'informer sur qu'est-ce que signifient ces peintures, puis qu'est-ce qu'on a comme information sur elles, qu'est-ce qu'on veut savoir. Les autres personnes avec lesquelles je travaille sont tous les domaines que je touche du doigt, c'est-à-dire le géologue pour les sources de matières premières, savoir quel était quel type de roche, etc. Le biologiste et puis le chimiste et le physicien pour toutes les méthodes que j'utilise pour interpréter les résultats aussi, parce qu'il y a parfois... je ne suis pas capable d'interpréter tous les résultats, donc on va demander à des personnes qui sont plus spécialisées en chimie minérale ou en chimie organique pour pouvoir les interpréter. Puis enfin, les dernières personnes avec lesquelles je travaille, ce sont les ethnologues, parce que comme je vous disais, il y a encore des San qui habitent, les descendants des San qui habitent dans le désert du Kalahari. Et donc, ce sont ces personnes qui ont l'habitude de travailler avec eux, qui les connaissent. Quand on a des questions, on passe par eux pour leur demander d'aller interroger les San, notamment parce qu'ils parlent leur langue. Moi, je suis incapable de parler leur langue. C'est une langue à clics. Donc, ils parlent avec des
comme ça, qui est très compliqué. Donc on passe par eux pour avoir des informations, puis pour pouvoir savoir aussi si ce qu'on dit n'est pas complètement dénué de sens. Mais en tout cas, ils étaient très contents d'apprendre qu'on avait la preuve que leurs ancêtres avaient peint depuis au moins 5000 ans. Alors j'ai une question. Montréal demande, est-ce qu'il y a des critères précis sur lesquels tu te bases pour choisir tes sites de travail? En fait, dans ma thèse, il y a eu 2 critères. En fait, il y a eu un premier critère, c'était un critère d'urgence, parce qu'on avait des sites qui allaient être recouverts par les eaux à cause de la construction de barrages. Donc il fallait les étudier très rapidement, parce qu'après, on ne pourrait plus y avoir accès, puis le fait qu'ils soient dans l'eau, ça allait les détruire. Donc il fallait faire ça très rapidement. L'autre façon de sélectionner les sites, en fait, c'est de discuter avec les archéologues. Comme je vous disais, ils ont des questions, des fois, qui sont très générales, c'est-à-dire comment ces peintures ont été faites, de quand elles datent. Ça peut être très large, mais il y a des fois, c'est vraiment des peintures spécifiques, des représentations spécifiques, où ils veulent avoir des informations ou des peintures qui sont à des endroits précis. Donc là, on va sur ces sites-là pour pouvoir répondre à ces questions. Donc ce qu'il faut penser, c'est que l'étude que j'ai faite là, c'était une étude très exploratoire. Il y avait très très peu d'études qui avaient été faites auparavant. Donc on a utilisé principalement des sites qui ne craignaient rien, entre guillemets, qui n'avaient pas non plus une très très grosse importance au niveau scientifique, en tout cas au début. Après, celle que je vous ai montrée, notamment la peinture la plus ancienne, on savait que c'était un site très ancien, donc c'est un des derniers sites que j'ai analysé pendant ma thèse, où j'avais vraiment mis en place toute ma méthodologie, puis ça me permettait d'être sûre que ce que j'allais faire, j'allais avoir la date avec un minimum d'échantillons, de ne pas détruire la peinture et que tout allait bien se passer. Ah, une question dans la salle. Question. Merci pour la conférence. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur d'autres choses que des peintures rupestres, sur des objets? Parce que l'archéométrie, j'imagine, ça s'applique à toutes sortes d'analyses archéologiques sur toutes sortes d'objets. Oui, mais en fait, avant, c'est ce que je disais, avant d'analyser mes peintures rupestres, j'ai analysé des peintures murales et puis des objets peints de l'Antiquité, donc égyptienne, grecque, etc. Le modèle en bois que je vous ai montré tout à l'heure avec des petits bonhommes qui fabriquaient de la bière, c'est une des choses que j'ai analysées, par exemple, pour vous donner une idée. Puis actuellement, j'ai complètement changé. Je travaille sur des perles de verre. Donc les perles de verre qui ont été fabriquées en Europe par les Européens, puis qui ont été échangées avec les Amérindiens contre des fourrures. Donc essayer de comprendre comment ces perles de verre ont été fabriquées et puis comment elles ont été échangées sur tout le territoire québécois et ensuite canadien. Bien entendu, il y a eu d'autres choses que j'ai analysées, des mortiers dans des bâtiments historiques, des choses comme ça. J'ai aussi analysé des poteries, savoir comment la poterie a été faite, à partir de quoi, puis dans quel type de four elle a été mise. Donc, je touche un petit peu à tout. Merci. Peut-être une dernière question, si les écoles veulent encore en envoyer. Ah, attendez, une qui vient de rentrer. Qu'est-ce que l'archéométrie pense des montagnes en couleur en Chine? Est-ce qu'il y a une relation avec les pigments? Oh, attendez, c'est coupé, ce ne sera pas long. Alors, qu'est-ce que l'archéométrie pense des montagnes en couleur en Chine? Est-ce qu'il y a une relation avec les pigments? Des montagnes en couleur en Chine. Ok, alors peut-être préciser votre question en attendant, si tu peux nous expliquer comment on fait pour devenir archéomètre, c'est quoi les études qu'on suit? Rapidement, sans rentrer dans les détails, c'est quoi les disciplines qu'on peut étudier? Est-ce qu'il y a différents parcours? Et oui, puis l'école, là, c'est ça. À propos de la Chine, si vous voulez me préciser ça par texto, on pourra répondre après. Oui, parce que je suis désolée, je ne vois pas vraiment pour ça, mais sinon je me renseignerai puis je répondrai après à la personne. Pour ce qui est des études, pour être archéomètre, en fait, il y a des cursus en archéométrie, donc c'est à partir de la maîtrise. Mais pour ça, il n'y en a pas au Canada, malheureusement, en tout cas pas actuellement. Donc il faut aller soit aux États-Unis pour le plus proche, au MIT. Donc ça, c'est vraiment le plus proche. Sinon, après, ça se fait en Europe principalement. Il y a des cursus en Angleterre, en France, en Italie, en Grèce, en Belgique aussi. Mais avant d'arriver à la maîtrise, en fait, vous avez le choix. Soit vous pouvez aller faire des études en géologie, physique, chimie, soit faire des études en histoire de l'art et en archéologie.
Mais le top du top, c'est d'avoir fait les deux, c'est-à-dire d'avoir fait un bac en physique et en chimie ou en géologie, puis un bac en histoire de l'art ou histoire ou archéologie, parce que c'est pas du tout les mêmes façons de penser. Puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est archéomètre, il faut vulgariser vos résultats en physique-chimie pour des archéologues et vulgariser les questions des archéologues pour des géologues ou des chimistes qui ne comprennent pas forcément. Donc il faut vraiment avoir les deux vocabulaires. Et le fait d'avoir fait des bacs ou des études dans les deux types de domaines, ça permet vraiment d'aider puis d'aller plus loin. Donc personnellement, c'est ce que j'ai fait, mais bon, après, ça, c'est à chacun de décider ce qu'il préfère faire. Il y a certaines personnes qui font juste de la physique et de la chimie, puis qui arrivent très bien à faire de l'archéométrie. Donc, est-ce qu'on a eu des... Oui, mais... Ah, attendez, j'ai d'autres... Pas de problème. Des questions qui m'ont été envoyées par courriel, mais je ne les trouve pas. OK. Ben, ce qu'on va faire, c'est que je propose qu'on arrête la période de questions maintenant, et puis je te transmettrai les questions par courriel, comme ça la classe pourra avoir la réponse. Alors, merci beaucoup à Delphine, merci beaucoup aux écoles qui nous ont suivis. Merci et donc, on vous donne rendez-vous pour les prochaines conférences. À très bientôt. Merci, bye.